Mazar al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, je reçois Madame Fatiha Saidi, sénatrice PS socialiste et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et échevine de la commune des Verts, ici en région de Bruxelles-Capitale. Madame Fatiha Saidi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Madame Fatiha Saidi, ce soir, on vous a invité pour parler de l'affaire Philippe Serfati, dit le pornographe d'Agadir. Cette semaine, s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le procès de Philippe Serfati, qui a travaillé dans le journal Le Soir à l'époque et qui a entretenu donc... Très brièvement, vous allez revenir sur cette affaire. Je vais vous laisser peut-être nous expliquer plus cette affaire, parce que vous êtes occupé quand vous étiez députée bruxelloise ici en région de Bruxelles-Capitale. Donc Philippe Serfati qui, de 2001 plus ou moins à 2005, a entretenu plusieurs relations sexuelles avec des jeunes femmes marocaines de la région d'Agadir et elle leur a promis le mariage et c'est suite à cela qu'il a pris beaucoup de photos dégradantes de ses filles, qu'il a postées sur Internet. Ça a créé tout un scandale. Et puis, il y a eu des procès qui ont été organisés au Maroc, des procès qui ont concerné surtout ces jeunes filles, qui ont fait quand même de la prison. Ça, c'est très brièvement, mais je vais vous demander à vous, Fatiha Saidi. À l'époque, je disais, vous étiez députée bruxelloise et vous êtes occupée de cette affaire. Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement avant de parler de votre engagement auprès de ces victimes, surtout marocaines? Eh bien, écoutez, effectivement, comme vous venez de le souligner, cette affaire a eu lieu déjà en 2007. Et donc, elle remonte en 2005, pardon. Et donc, elle remonte déjà à 7 ans. Comment est-ce que je suis arrivée à m'occuper de cette affaire des filles d'Agadir, comme on l'a appelée? Je lisais la revue telle quelle, tout simplement, et je suis tombée sur un article qui dénonçait une situation d'abus sur de nombreuses femmes, puisqu'on a parlé de 13 femmes qui ont connu une peine de prison, mais en fait cette problématique a touché près de 90 femmes qui ont été abusées par, comme vous venez de le dire, par un journaliste d'un grand quotidien dans notre pays. Et j'étais dans une période vraiment non suspecte parce que, comme je suis une femme politique, je pense que les politiques sont toujours suspects à de nombreux égards. Donc je n'étais pas en campagne, je venais juste d'être élue en 2004. Donc c'est comme on dit, in tempore non suspecto. Cette affaire m'est revenue vraiment comme un boomerang et je me suis dit, non, là en tant que femme... Quand vous dites Monsieur Serfati a abusé de ses filles, donc pour peut-être mieux expliquer à nos téléspectateurs. Je vais y revenir. Donc, quand j'ai lu cette histoire, ce drame, un véritable drame social qui touchait ces femmes, je me suis dit non. En tant que femme aussi d'origine marocaine, je ne pouvais pas me taire et je ne pouvais pas laisser cette situation telle qu'elle. Laisser cette situation telle qu'elle, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que cette personne avait abusé de dizaines et de dizaines de femmes et de très jeunes femmes et des mineurs au Maroc et revenait en Belgique continuer à vivre sa vie tout à fait normalement. Donc, pour moi, c'était intolérable. Alors, l'abus, c'est quoi? Vous savez, je pense qu'on me connaît depuis plus de 12 ans dans le paysage politique. Je ne pense pas que je suis une femme moralisatrice. Je ne pense pas que je sois une femme rétrograde au niveau de mes pensées. L'abus qu'il y a eu de la part de ce monsieur, c'était vraiment de faire croire à ces femmes, à ces jeunes femmes et à ces mineurs qu'elles étaient dans une relation normale, entre guillemets, dans une relation amoureuse, dans une relation affective avec un homme. Ce qui n'était pas du tout le cas, puisque M. Serfati avait un appartement à Agadir, cela a été prouvé par la suite, qu'il louait, dans lequel il emmenait toutes ses victimes, qui ne se connaissaient pas. Qui ne se connaissaient pas, et je pèse mes termes, ces victimes. Il y a peut-être eu des relations avec des prostituées, comme on l'a dit, mais elles étaient vraiment minoritaires. Et ce monsieur entretenait des relations non tarifées, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, bien évidemment, nombre de ces victimes, entretenait des relations non tarifées, donc on n'est pas dans le cadre d'une relation de consentement entre adultes et dans une relation de prostitution
Que l'on ait un avis ou pas sur la question de la prostitution, j'en ai un, mais ce n'est pas le cadre ici, le débat ici. Il y avait un abus dans la mesure où ce monsieur promettait à ces jeunes femmes issues de milieux très pauvres de les emmener en Belgique. De les emmener en Belgique comment? Sous le cadre du regroupement familial, dans un cadre de mariage. Donc on avait ici clairement affaire à des jeunes filles qui étaient abusées. Donc des abusées dans leur confiance déjà. Des jeunes filles très naïvement pensaient qu'ils étaient en relation normale avec cette personne européenne d'origine, qui leur promettait le mariage et le regroupement familial vers la Belgique. Absolument. Donc c'est peut-être dans ce cadre qu'ils ont pu avoir des relations sexuelles. Oui. Des relations sexuelles avec un homme qui, disons-le, est un homme jeune, qui avait un statut, qui était journaliste, qui n'est pas de surcroît un laidron. Donc je pense que c'est toute une série de facteurs qui ont fait en sorte que ces jeunes filles sont tombées dans le panneau et ont été extrêmement naïves et se sont laissées abuser. Alors elles se sont laissées abuser. Comment? Parce que j'imagine qu'une fille, par exemple, X, qui sortait avec M. Serfati, ne savait pas que ce dernier sortait en même temps avec d'autres filles. Non, absolument. Elles ne se connaissaient pas. Toutes les jeunes filles qui ont été par la suite mises en contact par un biais que j'expliquerai dans quelques instants ne se connaissaient pas. Donc il n'y avait pas un réseau, il n'y avait pas... C'était des jeunes filles très pauvres. Et comme je vous l'ai dit, je les ai rencontrées. Il y avait des jeunes filles qui travaillaient dans une entreprise de poissons. Il y avait des jeunes filles qui étaient sans emploi. Donc c'était vraiment... profiter de la vulnérabilité de femmes et de jeunes femmes. Et c'est ce qui m'a plus particulièrement heurtée. Et donc, lorsqu'il y a eu des relations sexuelles, avec nombre de ces jeunes filles, ce monsieur s'est permis, à leur insu, de les photographier et par la suite de mettre ces photos d'elles nues dans des positions qui n'étaient vraiment pas des positions qui portent honneur à l'image de la femme, des positions vraiment dégradantes. Et encore une fois, je n'ai aucun jugement moral par rapport à cela. Il les a mis sur des réseaux sociaux, sur Internet. Il les a lancés en pâture sur Internet. Alors, au Maroc, on découvre ces images. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, d'abord, donc... ces images sont diffusées sur Internet avec donc ces jeunes femmes toutes reconnaissables. Monsieur ayant pris la peine de bien flouter son visage. Donc là, on comprend déjà qu'il y a une malversation et qu'il y a également de la part de la personne une volonté de vouloir se protéger. Donc lui, il se protège. Lui se protège, floute son visage et les jeunes femmes sont tout à fait identifiables. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une jeune femme qui apprend par une amie, écoute, je viens de tomber sur un CD qui circule sur le marché, parce que ce CD a été commercialisé, et je t'ai reconnu. Sur le marché de quelle ville? À Agadir? À Agadir. Justement, ouais. Et je t'ai reconnu, voilà ce qui se passe. Donc cette jeune fille, en toute bonne foi, se rend auprès de la police et dit, voilà, écoutez, j'ai été abusée dans la confiance, pas sexuellement, mais j'ai été abusée dans ma confiance par un homme avec qui j'ai eu une relation sexuelle et semble-t-il, mon image est en train de faire le tour sur Internet. Eh bien, donc on a pu à ce moment-là mettre la main sur monsieur Serfati, qui a été entendu par les autorités policières marocaines, qui a été relâché. Donc on l'a sommé de rentrer en Belgique. Alors ça, c'est la grande interrogation. On va revenir sur ça. Chose qu'il a faite. Et les autorités marocaines n'ont pas trouvé mieux que de tomber à bras raccourcis sur ces femmes. Et donc c'est ainsi que 13 d'entre elles se sont retrouvées emprisonnées. Plusieurs ont pris la fuite, ont quitté la ville d'Agadir. Et voilà. Et c'est ce qui m'a poussé à réagir. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, par rapport à cette grande interrogation. Pourquoi le Maroc arrête M. Serfati, l'interroge et le laisse partir libre et le laisse rentrer en Belgique. Mais, au même moment, il arrête ces jeunes filles qui sont peut-être
qui se sont laissés berner, mais qui sont victimes de ce monsieur. Il les arrête et il leur intente un procès. Il les met en prison. Alors, c'est 2 poids, 2 mesures. On va y revenir, mais d'abord, alors vous lisez ça, vous découvrez cette affaire, et puis vous décidez peut-être de vous engager personnellement dans cette affaire. Vous vous rendez à Agadir. Pourquoi? Parce que c'était David contre Goliath. J'ai très très vite perçu les enjeux sociaux, les dégâts collatéraux qu'allaient subir ces jeunes femmes. Et à part la revue telle qu'elle, à qui je rends vraiment un vibrant hommage, parce que c'est cette revue qui a eu le courage de mettre en avant cette problématique et qui a eu ainsi des répercussions jusqu'en Belgique, puisque les premiers articles de presse n'étaient que le relais des articles qui étaient parus dans tel quel. Mais j'ai décidé, en mon âme et conscience, avec l'assentiment de mon parti, je tiens à le préciser, à me rendre sur place pour vraiment d'abord rencontrer les personnes qui avaient été abusées. Dans un premier temps, je n'ai pas rencontré les femmes parce qu'elles étaient en prison, mais j'ai rencontré les familles. J'ai également rencontré Abdelrahman Yazidi, qui est un syndicaliste et à qui je rends également un très très vibrant hommage parce qu'il a été vraiment le fer de lance, je dirais, dans cette bataille, et il a été aux côtés des victimes et de leurs familles pendant toute la procédure jusqu'à ce jour, et Maître Taha Abdelmoumni qui s'était déclaré tout à fait volontaire pour suivre ces femmes dans leur combat judiciaire. Et votre combat, vous, on peut l'expliquer comment? Mon combat à moi, c'était de ne pas laisser ces femmes de ne pas laisser ces femmes dans le rang des accusés, de les sortir de ce statut d'accusés, de les réhabiliter aux yeux de leur société et aux yeux de leur famille. Et d'une part, c'était de faire en sorte que le coupable soit un réel coupable et soit identifié comme tel aux yeux de la justice et aux yeux de la loi belge. Parlons d'abord des victimes. J'imagine que c'était pour eux un choc. Ils vivaient un drame, y compris avec leur famille, qu'on ne peut pas expliquer ici, sur ce plateau. On connaît la mentalité, la culture marocaine. Poser la question, par rapport à ces questions-ci, surtout quand elles deviennent publiques. Poser la question, c'est déjà y répondre. Je pense que vous pouvez très très bien comprendre comment, dans une société musulmane, comment dans une société traditionnelle comme la société marocaine, ça a fait l'effet d'une bombe. Ces filles ont été stigmatisées à vie, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des filles qui ont quitté Agadir. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces filles sont revenues, mais en tout cas, il y a des filles qui ont quitté Agadir. Il y a des familles qui ont décidé de ne plus voir leurs filles pendant quelques mois, et ensuite aidées et soutenues par, entre autres, Monsieur Yazidi. Il y a eu des médiations, et les familles ont repris les liens avec leurs filles parce qu'elles ont été réhabilitées dans leur statut, et on les a sorties encore une fois du statut d'accusé dans un statut de victime. Et il y a des jeunes filles qui ont perdu leur emploi, qui rasaient les murs, que l'on insultait en rue en criant Hal bint Sédé. Je veux dire, vous savez, en tant que femme, c'est une situation extrêmement douloureuse. On ne peut pas dire que la justice marocaine les a aidées. Absolument pas. Absolument pas, parce que le fait d'en faire des victimes, je pense que c'était vraiment le meilleur signal que l'on pouvait envoyer à la société, et c'était le meilleur signal que l'on pouvait envoyer aux touristes sexuels de manière générale. Dans ce cas-ci, on a un touriste sexuel qui a abusé de plusieurs femmes marocaines, qui a été relâché par la justice marocaine, et des filles qui ont été abusées, qui ont été mises en prison. C'est devenir fou. C'est le 2 poids 2 mesures. C'est le 2 poids 2 mesures. Une société un peu schizophrène par rapport à ces questions-là de mœurs. On a vraiment cristallisé sur les filles les plus vulnérables, alors que ce monsieur aurait fait l'objet d'un trafic de drogue. Eh bien, il aurait été retenu au Maroc. On lui aurait demandé des explications. Il aurait eu droit à un procès. Ce qui, je pense, est quand même la chose la plus élémentaire. Et là, on lui disait, écoutez, rentrez vite chez vous et qu'on ne vous revoie plus alors, ici. De retour en Belgique, quel a été l'accueil de la presse belge ou des politiques par rapport à votre
à votre engagement sur cette affaire? Ben écoutez, j'ai été extrêmement soutenue par l'ensemble de mes collègues, par mon parti, qui m'a permis à l'époque d'aller, parce qu'on aurait très bien pu m'interdire et dire écoute, nous on ne veut pas de problème sur ce dossier-là, qui est un dossier extrêmement sensible, on a de très bonnes relations politiques avec le Maroc, donc non, tu n'y vas pas. Je suis partie à l'époque avec l'assentiment de mon président de fédération. Et la presse belge, comment elle a réagi par rapport à, je sais pas, vous avez fait des communiqués de presse? Absolument, je suis donc partie avec l'assentiment de mon parti, avec l'assentiment de Philippe Moureau, qui était notre président de fédération, avec l'assentiment de Rudy Vervoort, qui était à l'époque mon chef de groupe. Et lorsque je suis rentrée, j'ai fait une conférence de presse avec d'autres collègues, parce qu'il y a eu également un comité de soutien, et ça je pense qu'il faut également en parler. Il y a eu un comité de soutien qui s'est créé autour de ces filles. Nous avons fait une conférence de presse qui a été très largement médiatisée. Vous avez d'ailleurs ici une petite partie. Donc la presse belge de ce a dossier relayé de presse. un peu cette Absolument. affaire. Et encore une fois, là aussi, je pense que la personne, et je lui rends également un vibrant hommage parce qu'elle nous a malheureusement quittés il y a quelques années, Bénédicte Vince a fait un travail remarquable. Elle journaliste de ce soir, quotidien le soir, journaliste dans lequel travaillait également. Et qui avait une position très délicate puisqu'elle parlait d'un collègue ou d'un ex-collègue, mais c'est quand même une situation extrêmement délicate et je lui rends vraiment également un très vibrant hommage parce qu'elle a suivi ce dossier avec beaucoup d'humanité. Alors maintenant, quelle est la situation? Alors on apprend que s'ouvre ici à Bruxelles, devant le tribunal correctionnel, le procès belge, puisqu'il n'y a pas de procès au Maroc, malheureusement. On ne sait pas encore pourquoi, mais bon. Donc il y a le procès belge de ce monsieur Philippe Serfati, dit le pornographe d'Agadir. Alors, donc, déjà, j'ai expliqué qu'il y a un procès belge puisqu'il n'y a pas un procès marocain. Qu'espèrent les victimes à travers ce procès? On parle des filles marocaines. Qu'est-ce qu'elles attendent de ce procès? Moi, je pense que ce qu'elles attendaient, elles l'ont déjà obtenu. C'est que ce dossier ne tombe pas dans un classement sans suite et en position verticale. Donc je pense que ça, elles ont déjà obtenu cette satisfaction. C'est de voir ce dossier arriver devant les tribunaux belges. Et je pense aussi qu'il faut dire que si ce dossier a abouti en Belgique, c'est uniquement parce qu'on a pu prouver que ce monsieur avait entretenu des relations avec des jeunes filles mineures, chose qu'il avait toujours nié catégoriquement, en disant non, j'ai toujours eu des relations avec des femmes consentantes et adultes, ce n'était pas vrai. Je me suis rendue au Maroc à plusieurs reprises, 4 fois pour être précise, et j'ai été personnellement chercher les extraits d'actes de naissance. L'avocat a également été sur place et a également rapporté des pièces qui prouvaient que ces jeunes filles étaient mineures à l'époque des faits. Et je pense que c'est vraiment sur ce cas de mineur qu'on a pu le poursuivre. Vous m'avez d'ailleurs montré tout à l'heure un extrait d'acte de naissance. Oui, je vais, voilà, je vous le remontre. Alors, je rappelle que l'avocat des victimes ici est maître Redouane Metioui et un de ses confrères. Malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous parce qu'il préfère bien sûr réserver ses plaidoiries à l'attention des juges dans cette affaire. Mais on pense comprendre que ce n'est pas évident pour ces victimes. Parce qu'après tout ce qu'ils ont enduré, ils doivent encore une fois se mettre au devant des médias, devant de la scène médiatique pour encore parler de cette affaire tragique. Fatiha Saidi, est-ce que vous êtes encore en contact avec ces victimes ou leurs familles? Écoutez, la dernière fois que j'ai revu ces victimes remonte à près de 3 ans. Alors, je ne vous cache pas que ma volonté aujourd'hui est de reprendre contact avec elles et avec Abdelrahman Yazidi qui a été toujours leur porte-parole entre guillemets pour voir justement dans quel état d'esprit elles sont aujourd'hui, si elles comptent faire de déplacements jusqu'à Bruxelles pour leur jugement. Et ça, je vous dirais que c'est plutôt pour moi l'aboutissement d'un travail politique qui a été fait. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste. Je pense que j'ai vraiment mené ce dossier là où il devait se mener. J'ai emmené Monsieur Metioui avec moi lors de ma toute première visite à Agadir. Alors j'ai justement demandé à Maître Metioui pourquoi les victimes ne sont pas présentes à ce procès. Donc il m'a expliqué qu'ils n'ont pas pu obtenir le visa, malheureusement, et qu'il n'y a pas des moyens
matériel suffisant pour leur permettre d'avoir un séjour ici en Belgique le temps du procès. Donc je trouve que c'est un peu malheureux. Je pense que ce sont des contraintes effectivement qui ne sont pas des contraintes infranchissables et je vais reprendre aussi contact avec Maître Metioui pour voir ce que politiquement on pourrait faire pour sortir vraiment ces femmes de l'ombre, parce que je pense que dans toute situation d'abus, il y a également une partie, je dirais, de faire son deuil de l'abus que l'on a subi, et ça me semble vraiment être une très très bonne procédure que celle d'une procédure judiciaire où l'on a en face de soi son abuseur, et de pouvoir effectivement dire oui, c'est ce monsieur qui a abusé. En attendant, ce monsieur qui a abusé toutes ces femmes d'Agadir continue à couler la vie douce ici en Belgique, puisqu'il n'a toujours pas été inquiété, sauf avec le début de ce procès. Je ne sais pas si ce monsieur coule la vie douce. J'espère en tout cas, et c'est là l'humain qui parle en moi. Je ne pense pas que lorsqu'on a fait subir autant de dégâts à autant de personnes, on puisse se la couler douce comme vous venez de le dire. Ce que je peux vous dire également, c'est que ce monsieur, et ce n'est vraiment pas, je pense, un scoop que je vous fais ici, puisque ça avait été également largement médiatisé à l'époque, ce monsieur avait postulé auprès du Parlement bruxellois, à l'époque où j'y étais toujours députée, et sous la présidence d'Éric Thomas, et je l'ai appris par des collègues qui m'ont dit: est-ce que tu sais que je n'étais pas membre du bureau, donc l'information ne pouvait pas me revenir, et donc un de mes collègues est venu me dire: est-ce que tu sais que Philippe Servati a postulé au Parlement bruxellois? Alors j'étais un peu sonnée, je dis: mais est-ce que tu es sûr? Il me dit: oui, écoute, je pense que Philippe Servati, il ne doit pas y en avoir 36. Et là, nous avons aussi mené une action. C'est un fait assez particulier, parce que des parlementaires qui vont manifester devant le bureau du Parlement, d'un Parlement, c'est quelque chose d'assez surréaliste. Mais nous l'avons fait. Et Vous avez empêché on a empêché que M. Servati soit recruté au sein du Parlement bruxellois, parce qu'on trouvait tout simplement scandaleux qu'un jour on puisse se retrouver en tant que député en face de ce monsieur pour parler, par exemple, de questions qui touchent à l'égalité entre les femmes et les hommes, ou de questions sociales qui touchent aux femmes et à la pauvreté. Cette affaire illustre peut-être un peu la problématique du tourisme sexuel, que ce soit au Maroc ou bien dans d'autres pays, mais ce n'est pas un phénomène qui est lié uniquement au Maroc. Peut-être un petit mot, parce que ça mérite des émissions pour parler de ce phénomène tourisme sexuel. Dans votre combat, dans vos visites au Maroc, est-ce que les gens vous parlaient de ce phénomène comme étant un phénomène que le Maroc connaît de plus en plus? Mais écoutez, il y a un phénomène de prostitution et il y a un phénomène de tourisme sexuel, et je pense que les autorités marocaines doivent absolument se pencher sur ces questions, ne pas faire la politique de l'autruche sous des prétextes moraux ou sous des prétextes culturels. Je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à ces facteurs qui sont de véritables fléaux et qui portent un coup fatal. Moi, je suis une femme et une féministe, et je suis dans le courant qui pense que, je ne vais pas dire aucune, mais que peu de femmes se prostituent pour le plaisir, que beaucoup de femmes se prostituent pour des raisons de fragilité, de pauvreté, pour arriver, et encore une fois, sans poser un regard moral et sans aucun jugement moral. Mais je rappelle que dans cette affaire, on n'est pas devant une affaire de prostitution, parce qu'il s'agit de femmes qui étaient victimes, qui sont et donc je pense que vraiment le Maroc doit resserrer l'étau autour des abuseurs sexuels et autour du tourisme sexuel, et surtout punir les coupables et non pas les victimes. Coupables. Fatiha, on arrive au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes sénatrice socialiste, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Echevin des Verts, dans la commune des Verts. Et dans le cadre de votre statut de membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, j'ai appris que vous vous rendiez demain au Maroc avec le président de l'Assemblée. C'est dans quel cadre ?
Effectivement, je me rends demain au Maroc dans le cadre d'une visite officielle avec Jean-Claude Mignon, qui est le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et je m'y rends. En tout cas, M. Mignon a tenu à ce que je l'accompagne dans cette visite officielle en tant que rapporteur d'un rapport qui a été fait sur les femmes dans les printemps démocratiques. Et à cette occasion, j'avais été au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Et donc vous irez à Rabat, c'est ça? Et on ira à Rabat. Vous aurez des contacts avec vos collègues? À l'invitation du Parlement marocain et de la deuxième chambre. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie d'être présente avec nous pour parler de cette affaire. On y reviendra peut-être après le prononcé du jugement. Quant à moi, je vous dis au revoir et à une autre occasion de vous rencontrer dans une autre émission Tijini Talk. Wa ila dhalika al-hin aqulu lakum ila al-liqa. Ma salama.